Dans ce journal, les échos du 24e FESPACO, les premiers films en compétition ont déjà été vus et les réalisateurs face au public ce matin pour défendre leurs œuvres. Et puis c'est demain le lancement officiel de la révision exceptionnelle des listes électorales. Le coup d'envoi de l'opération sera donné à Kaya. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est sur notre plateau pour des précisions sur le déroulement de l'enrôlement biométrique. Et c'est parti pour la semaine nationale de la femme. L'autre moitié du ciel annonce les couleurs pour les activités qui vont conduire à la célébration officielle du 8 mars 2015 au Burkina Faso. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci de votre attention. Cela dit, la compétition pour l'étalon d'or du Généga est ouverte. 3 films étaient à l'affiche hier dans les salles. L'œil du cyclone de Sékou Traoré du Burkina, J'ai 50 ans de l'Algérien Jamel Azizi et Marbayassa de Cheikh Fantamadi Camara de la Guinée. Les réalisateurs étaient face au public ce matin pour une séance de questions-réponses et c'est Ernest Cambiré qui a suivi la séquence critique pour nous. 3 réalisateurs, 3 films en compétition déjà projetés en salle, des journalistes et des critiques d'ici et d'ailleurs pour un débat forum. Un exercice qui consiste en des échanges sur la vie artistique, les œuvres et leur palmarès. Pour cette 24e édition du FESPACO, le Burkinabé Sékou Traoré, réalisateur de L'œil du cyclone, l'Algérien Jamel Azizi avec son film J'ai 50 ans et le Guinéen Cheikh Fantamadi Camara, réalisateur du film Morbayassa, se sont prêtés aux questions-réponses de ceux qui ont vu leurs œuvres. Des échanges qui ont porté sur la problématique abordée par les 3 films, leur budget, le travail artistique, le scénario, le choix des comédiens, les têtes d'affiche et leur synopsis. Ce premier cadre d'échange sur les films en compétition fut une école de partage d'expériences pour les réalisateurs concernés. Ce type d'échange, ça apporte un éclairage sur sa propre œuvre et sur l'œuvre des autres. Et c'est bien de savoir ce que le public pense de ton œuvre. Ça sert toujours pour recadrer la prochaine œuvre. Ça m'enrichit parce qu'on échange, j'entends des choses qui me donnent beaucoup d'instructions par rapport à mon propre métier. Les acteurs qui parlent, les journalistes qui parlent, donc ça c'est une vraie école, les débats comme ça. Parce que ça nous donne l'occasion de découvrir ce qu'on ne connaissait pas de nous-mêmes, de notre méthode de travail, etc. Un échange constructif, un échange capital, et c'est urgent. C'est urgent que cet échange existe entre nous, Africains, qu'on soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il devient urgent, important, actuel, pour essayer d'avancer, tout en changeant de conseil, tout en changeant l'expérience. Réalisateurs, comédiens, tous ont apprécié les critiques, l'autre regard porté sur chacune des œuvres en compétition à cette 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et puis, comment concilier oralité et 7e art pour donner une nouvelle dynamique au cinéma africain? La question n'est pas sans intérêt pour les historiens qui ont ouvert le débat en marge du FESPACO. Et c'est Eleonore Yerbanga qui a suivi les échanges entre cinéastes et historiens. C'était en présence de nombreux étudiants. Comment rapprocher, sinon associer l'oralité et le cinéma en Afrique? Étudiants, historiens et cinéastes vont ensemble trouver les réponses à cette interrogation en 3 jours avec le Centre d'études linguistiques et historiques pour la tradition orale et le programme des musées de l'Afrique de l'Ouest. Le cinéma, c'est l'un des moyens pour pouvoir collecter et sauvegarder ce patrimoine immatériel. Vous avez les contes, vous avez les légendes, vous avez les différentes traditions et il faudra que nous puissions avoir notre originalité africaine en puisant de ce côté vraiment immatériel qui est vraiment source de beaucoup de possibilités pour le cinéma africain. Ce séminaire organisé en marge de la 24e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou entend relever le défi d'un cinéma entièrement inspiré du patrimoine immatériel. Mais nous attendons véritablement qu'au sortir de ces séminaires, les initiateurs puissent poursuivre. Qu'au sortir de ces séminaires, ceux-là qui ont pu assister et discuter autour de ces questions puissent avoir une inspiration saine et sérieuse et profonde
pour vraiment guider leur création dans le domaine cinématographique. Avec l'émergence ces dernières années des films qui associent poésie et conte, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le cinéma africain dans un monde où le numérique occupe une place importante dans la production cinématographique. Et le FESPACO 2015 qui a revu la valeur des différents trophées étalons à la hausse, passant du simple au double pour l'étalon d'or du Yenenga. L'autre innovation qui était déjà bien connue, c'est l'introduction du numérique dans la compétition officielle. Ali Traoré s'est intéressé aux innovations de la 24e édition de la fête du cinéma africain à Ouagadougou. La révalorisation des différents prix des étalons de Yenenga est effective cette année. Pour cette 24e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, l'étalon d'or de Yenenga passe de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Celui d'argent monte à 10 millions et l'étalon de bronze se fait valoir maintenant à 4 millions de nos francs. Ce acquis, longtemps voulu par les acteurs, sonne comme une invite à mieux faire. Le fait que l'étalon d'or passe de 10 millions à 20 millions, je crois que c'est déjà très incroyable parce que déjà nous savons que notre cinéma a des difficultés au niveau de la production et ça je pense que ça sera un gros boost pour un cinéaste d'avoir ce prix-là pour pouvoir évidemment l'aider pour le prochain film qu'il aimerait, qu'elle aimerait, parce qu'on espère déjà aussi une fois qu'une femme l'est pour son prochain film. Vu les conditions dans lesquelles les films sont fabriqués, c'est toujours bon d'avoir un peu d'oxygène financier. Voilà. Donc c'est tant mieux, ça veut dire que le festival continue d'accorder une grande importance à ceux qui font les films. Cette révalorisation des différents prix des étalons de Yenenga et le basculement vers le numérique cette année marquent une étape décisive dans l'histoire du FESPACO. Ce panel formation continue des acteurs du cinéma et la réhabilitation des salles de ciné s'avère plus que nécessaire. Le festival n'est pas propriétaire des salles de cinéma, donc il faut déjà changer les équipements dans les salles de cinéma, ce qu'il a pu faire un peu cette année le festival. Il faut former des gens pour pouvoir utiliser ces nouveaux équipements de projection et surtout, il faut faire en sorte que dans tout le pays, il y ait une amélioration du parc des salles. Donc vous voyez, quand vous touchez un aspect, il y a des conséquences et il faut pouvoir tenir avec détermination, avec lucidité et beaucoup de rigueur pour pouvoir faire avancer les choses. En sus de ces innovations, les hommes de cinéma espèrent voir le FESPACO toujours plus proche des populations. Voilà, et pour poursuivre ce journal, ce communiqué du Premier ministre, le jeudi 19 février 2015, la police nationale, sur dénonciation de Burkinabés patriotes, a saisi dans la localité de Gampela, à la sortie est de Ouagadougou, et a saisi 1280 tonnes de boissons à canettes périmées, falsifiées et remises en circulation par le groupe Ouedraogo Bourema et frères Obouf. Cette action fort salutaire qui a permis de marquer un grand coup dans la préservation de la santé publique relance le débat de l'importation et de la production des produits de grande consommation. Je voudrais, par le présent communiqué, féliciter la police nationale pour cette action d'éclat. Je félicite également les concitoyens qui n'ont pas hésité un seul instant à dénoncer leurs compatriotes véreux. J'appelle tous et toutes au calme et à la retenue, de sorte à permettre à la justice de travailler dans la sérénité donc pour faire toute la lumière sur cette affaire. J'encourage la police nationale et l'ensemble des forces de sécurité à persévérer dans cette lancée, à approfondir les recherches dans toutes les localités de Burkina Faso pour retrouver d'éventuels produits impropres à la consommation, de sorte à préserver la santé de nos populations. J'invite tous les compatriotes à collaborer sans hésitation ni crainte avec les forces de sécurité pour signaler tout produit frauduleux, falsifié ou périmé et par-dessus tout à dénoncer toute activité susceptible de porter atteinte à la santé publique et à la paix
et à la cohésion sociale. C'est donc un communiqué signé par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Suite de ce journal, retour sur la tournée d'explication du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité au Ghana. Mission accomplie donc pour Auguste Denis Barry qui a échangé avec la communauté burkinabé vivant dans ce pays sur les motifs du report du vote des Burkinabés de l'étranger. La délégation gouvernementale est donc rassurée est rentrée rassurée en tout cas de cette première sortie, et c'est Estelle Judith Aksogba qui était de la délégation pour nous. Ils sont estimés à plus de 5 millions les Burkinabés vivant sur le territoire ghanéen selon le président du démembrement de la CENI. Ils ont été nombreux à répondre massivement à l'invitation de l'ambassade du Burkina au Ghana pour venir échanger avec la mission gouvernementale. Une mission gouvernementale dont le rôle est de sensibiliser les compatriotes sur le vote des Burkinabés de l'étranger et du même coup de faire le point du processus de la transition au Burkina Faso. Cette rencontre est la bienvenue parce que nous avons en tout cas pu être éclairés à travers les informations que nous ont données le ministre et sa délégation. Je dois dire en tout cas cette réunion est très importante parce que nous avons des informations du pays, mais c'est à travers les médias. Et en tout cas grâce à cette mission, nous avons reçu beaucoup d'autres informations et nous espérons en tout cas que par la grâce de Dieu, la situation va se normaliser au Burkina Faso. Cette rencontre a aussi servi de cadre pour la diaspora burkinabé du Ghana de faire des suggestions portant entre autres sur la limitation des partis politiques au Burkina Faso et la multiplication des bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire ghanéen pour les élections de 2020 auxquelles ils devraient en principe prendre part. Pour les membres de la délégation gouvernementale, ce fut des échanges fructueux. Au sortir de ces échanges, je voudrais apprécier la maturité avec laquelle nos compatriotes ont saisi la décision qui a été prise par les autorités de notre pays, avec beaucoup de douleur d'ailleurs, de ne pas permettre aux élections à venir en 2015, donc ne pas permettre le vote des Burkinabés de la diaspora, pour des raisons qui leur ont été amplement expliquées. Je salue encore une fois les responsables des communautés qui ont fait passer un message et qui vont continuer de le faire auprès donc, de nos compatriotes pour qu'il y ait une forte adhésion donc, au cours des jours à venir sur le processus de transition dans notre pays. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité a aussi encouragé les compatriotes à travailler pour le renforcement des relations entre les deux pays. Et la révision des listes électorales s'est avérée une nécessité pour les prochains scrutins au Burkina Faso, et le coup d'envoi de cette opération exceptionnelle de révision, exceptionnelle des listes électorales, c'est pour demain à Kaya. Le président de la Commission électorale nationale indépendante est notre invité ce soir pour nous donner des précisions sur le déroulement de l'enrôlement biométrique et sur les enjeux de cette opération. Bonsoir, Maître Barthélémy Kéré. Oui, bonsoir. Bienvenue sur le plateau du 20h de la télévision du Burkina. Merci. Maître, est-ce qu'on peut rappeler un peu les enjeux de cette opération de révision exceptionnelle des listes électorales? Bon, l'objectif pour la CEDE, c'est de répondre à une décision gouvernementale. Comme vous le savez, le code électoral prévoit que dans la perspective d'élection générale, le gouvernement peut, par décret, ordonner une mise à jour exceptionnelle du fichier électoral. Le fichier électoral, vous le savez, a été créé donc en 2012 et la loi prévoit une révision annuelle par la commission électorale. Ce que nous avons fait l'année dernière en 2014. Déjà, à cette époque, des partis politiques, certains citoyens nous avaient interpellés pour voir dans quelle mesure il était possible de procéder à une forme de ratissage pour permettre à quelques-uns qui étaient restés là et qui n'ont pas pu s'inscrire, à pouvoir s'inscrire sur le fichier électoral.
ce n'est pas une décision donc, qui relève de la CENI. Une fois que effectivement nous avons procédé à la mise à jour ordinaire, notre tâche est terminée. Nous avons procédé, nous, après cela, à la déduplication, ce qu'on appelle le dédoublonnage. Et nous avons obtenu, en plus, sur le fichier électoral, 625 000 personnes et quelques. Puis, il y a eu l'insurrection populaire. Et la demande est revenue avec beaucoup plus de force. Cette fois-ci, non seulement de la classe politique, mais avec beaucoup plus d'organisations de jeunes notamment, qui nous ont expliqué que, évidemment, sous l'Ancien Régime, pour diverses raisons, ils n'ont pas souhaité s'inscrire sur le fichier électoral. Le motif que, inscrit ou pas, vote ou pas, c'était toujours les mêmes résultats. Et que, donc, évidemment, ils n'avaient pas souhaité s'inscrire sur ce fichier électoral. Maintenant que la situation a fondamentalement changé, ils ont pensé que voilà, il était important de rouvrir le fichier électoral pour leur permettre de s'inscrire. Cette demande, comme je l'ai dit, est venue avec insistance et le gouvernement a entendu donc, les appels et a ordonné donc, que la CENI puisse rouvrir le fichier électoral et procéder donc, à cette inscription des nouvelles personnes. Alors, nous avons décidé de découper le pays en 6 zones. 6 zones qui vont nous permettre, à travers divers emplacements et par le moyen donc, des kits d'enrôlement biométrique que nous avons mis en œuvre en 2012 et en 2014, de sillonner l'ensemble du territoire national et de prendre donc, les citoyens qui n'ont pas pu s'inscrire jusqu'à présent. Alors, Monsieur le Président, qui est concerné finalement par cet enrôlement biométrique qui commence demain, qui doit se faire enrôler, qui n'est plus visiblement concerné? Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur tout ça? Alors, ceux qui sont concernés par la révision exceptionnelle, ce sont les citoyens burkinabés qui ont 18 ans et plus, et bien entendu qui ne sont pas encore inscrits sur le fichier électoral. Il s'agit également des étrangers qui vivent chez nous depuis plus donc, de 10 ans, qui peuvent, puisqu'ils sont autorisés à prendre part aux élections municipales, sont donc autorisés à s'inscrire donc, sur le fichier électoral. Évidemment, pour les étrangers, il y a des conditions supplémentaires. Il faut avoir une profession réglementée. Il faut être à jour de ses obligations fiscales. Évidemment, prouver qu'on réside dans le pays depuis effectivement plus de 10 ans. Alors, pour ce qui concerne donc les citoyens burkinabés, je répète que ce sont ceux qui ont 18 ans et plus, qui n'ont pas pu s'inscrire sur le fichier électoral par le passé. En conséquence, ne sont pas concernés ceux qui sont déjà inscrits et même ceux qui ont perdu leur carte d'électeur. Ce n'est pas la peine de venir se réaligner, se fatiguer pour s'inscrire. La CENI permettra à ceux qui ont perdu donc leur carte d'électeur d'obtenir des duplicata le moment venu et pour prendre part normalement au scrutin. Okay. Alors, vous avez dit que l'opération va se dérouler sur l'ensemble du territoire national et ça a été découpé en 6 zones principales et quelle est un peu plus de, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur le dispositif mis en place? Alors, nous avons 2382 opérateurs de kits qui vont être déployés sur 6 zones et ils vont rester dans chaque zone pendant une période de 7 jours. Donc nous allons commencer, comme je dis, le 3 mars. Et puis, donc, après une semaine passée dans une zone, nous allons ramener les machines pour récupérer l'ensemble des données que nous avons effectivement enregistrées. Ensuite, nous allons passer donc, à la deuxième zone où nous allons rester encore une semaine et ainsi de suite sur l'ensemble donc, des 6 zones. Nous allons terminer, la dernière zone sera donc le Oué, donc le Kadiogo, le Kouritenga et puis en fait, la plus grande partie en fait, de la population. Et là, nous pensons que ce sera donc du 3 au 18 mai, donc pour pouvoir effectivement prendre donc, les dernières personnes. Et quels sont les endroits qui sont indiqués pour aller se faire et enrôler, qui sont identifiés en fait? Dans chaque zone, dans chaque province, dans chaque commune, nous avons des sites qui correspondent normalement à chaque village. Et
dans certains villages, il peut y avoir plusieurs sites d'enrôlement en fonction, j'allais dire, des distances, parce que notre objectif, c'est de pouvoir rapprocher les électeurs, effectivement, donc, de l'ensemble des zones d'enrôlement. Donc, si on prend par exemple la première zone, nous avons environ 2226 emplacements, et ainsi de suite. Donc, nous avons donc théoriquement tous les bureaux de vote qui peuvent être effectivement donc des sites d'enrôlement, et ainsi de suite. Voilà, et c'est comme ça que nous allons procéder effectivement à cette capture d'éléments d'information. Ça concerne évidemment les données, d'abord alphanumériques, nom, prénom, date de naissance, etc., etc. Et nous allons également prendre les données biométriques, c'est-à-dire la photographie faciale et l'ensemble des 10 empreintes digitales. Ce sont donc ces différents éléments qui vont nous permettre effectivement d'identifier l'électeur de manière unique et de pouvoir le comparer avec les autres électeurs qui sont donc dans le fichier et nous assurer du principe de l'unicité des électeurs sur la liste électorale. Alors les pièces maintenant à présenter. Alors normalement, ce qu'il faut présenter, c'est soit la carte nationale d'identité, soit l'acte de naissance. Pour nous, c'est plus facile que ce soit la carte nationale d'identité, parce que si effectivement vous présentez la carte nationale d'identité, nous saisissons simplement le numéro de la carte d'identité et du coup, nous n'avons plus à saisir l'ensemble des éléments d'information qui sont contenus dans la base de données de l'ONU. Donc nous récupérons ce que nous appelons les données alphanumériques et nous prenons donc la photographie de l'électeur et nous prenons ces empreintes digitales pour pouvoir effectivement coupler l'ensemble de ces informations-là pour faire donc l'enregistrement biométrique de l'électeur. Monsieur le Président, on sait qu'une opération comme celle-là a un coût. Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que ça va coûter comme, au budget de l'État? Au budget de l'État, le budget pour l'enrôlement biométrique, pour l'ensemble des zones à l'intérieur du territoire national, c'est environ 7 milliards de francs CFA. Et ce budget est entièrement bouclé. Il provient de la provision des 25 milliards qui avaient été consentis effectivement par le budget de l'État pour ce qui concerne l'élection présidentielle. Donc de ce point de vue, nous n'avons pas donc de difficultés. Évidemment, nous attendons le bouclage de l'ensemble du financement pour ce qui concerne l'ensemble des opérations électorales, c'est-à-dire l'élection couplée législative et présidentielle qui va avoir lieu le 11 octobre et l'élection municipale qui va avoir lieu normalement donc le 31 janvier. Le budget global de tout cela est donc normalement chiffré à 60 milliards. Nous avons une provision de l'État dont je vous ai parlé tout à l'heure de 25 milliards. Donc, grosso modo, il y a un besoin de financement de près de 35 milliards qui est en train d'être actuellement discuté par le gouvernement et l'ensemble des amis du Burkina, les partenaires techniques et financiers, pour effectivement obtenir le bouclage de ce financement-là. Maître, pour finir, l'opération se déroule du 3 mars au 18 mai 2015. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette opération et qu'est-ce qu'on peut dire En fait, on peut dire que c'est une opération de dernière chance pour ceux qui n'avaient pas pu se faire enrôler. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Bon, alors, il faut dire que c'est quelque chose, de notre point de vue, qui est essentiel. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir prendre part au scrutin, il faut avoir une carte d'électeur. Si vous n'avez pas de carte d'électeur, évidemment, vous ne pouvez pas prendre part au scrutin. Donc, demain, lorsque vous allez avoir les meetings monstres, si c'est constitué de personnes qui n'ont pas de carte d'électeur, ça ne sert strictement à rien. C'est donc le moment d'appeler l'ensemble des électeurs à prendre parfaitement conscience de la situation et effectivement sortir massivement pour se faire enrôler. Ce discours est un discours de la CENI. Nous le faisons dans le cadre de ce que nous appelons une communication institutionnelle, mais c'est surtout une tâche essentielle des partis politiques qui devraient normalement développer les voies et moyens pour pouvoir appeler l'ensemble de leurs militants. Je constate que beaucoup déjà le font, mais il serait bien qu'ils le fassent davantage. Et cette tâche aussi appartient aux organisations de la société civile et beaucoup d'entre elles nous ont interpellés et donc ont décidé de se mettre à la disposition des organisations de jeunesse pour pouvoir effectivement faire de l'animation et faire en sorte que le maximum de jeunes qui étaient hier absents du fichier électoral puissent effectivement se retrouver dans le fichier électoral. Le potentiel, l'INSD donne 3 400 000, c'est-à-dire le nombre de Burkinabés en âge de voter, c'est-à-dire de 18 ans et plus, est de 3 400 000. Nous avons à notre fichier environ 5 millions. Donc, probablement, le nombre donc, de personnes
qui restent effectivement susceptibles d'être enrôlés sont de 3 400 000. D'accord. Un chiffre qui a relativisé parce que l'INST donne effectivement des chiffres globaux. Okay. Il faut tenir compte effectivement d'un certain nombre de réserves à faire. Merci, voilà. Maître Barthélémy Kéré. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission électorale nationale indépendante et vous êtes venu sur notre plateau pour nous parler de cette révision exceptionnelle des listes dont le coup d'envoi sera donné demain à Kaya et l'opération est prévue se dérouler du 3 mars au 18 mai 2015 sur toute l'étendue du territoire national. Vous restez, oui. Il faut préciser que en fait, cette cérémonie est placée sous la haute présidence du chef de l'État lui-même et il sera donc présent et il va donner donc le coup d'envoi de cette opération et c'est lui qui donnera donc la première carte d'électeur au premier citoyen qui va être enrôlé effectivement à Kaya. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et puis, justement, ce communiqué à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de la révision exceptionnelle des listes électorales placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du FASO, Président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à Kaya, province du Sanamatenga, place du gouvernorat de la région du Centre-Nord, le mardi 3 mars 2015 à partir de 8h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 9h30. Donc, c'est un communiqué signé du directeur général du protocole d'État. Ambassadeur Gilles Séraphin Bayala, vous restez avec nous pour la suite de notre journal. On parlait en tout cas de sensibilisation pour cette opération d'enrôlement qui va commencer demain. Les partis politiques ont compris en tout cas l'importance de cette étape-là et les partis politiques ont déblayé le terrain depuis un certain temps pour l'enrôlement biométrique. Le mouvement du peuple pour le progrès dans le Sahel appelle ses militants et sympathisants du Sénat à s'inscrire sur les listes électorales. C'est la condition pour assurer la victoire au parti de Dori. Le compte-rendu de Joseph Bamba, c'est avec la voix de Issa Lankwande. La victoire lors des élections couplées du 11 octobre 2015 passe par l'inscription massive des militants sur la liste électorale. C'est conscient de cela que des cadres provinciaux et une délégation du mouvement du peuple pour le progrès MPP venus de Ouagadougou ont rencontré les militants de la province du Sénat. Débutée par l'hymne du parti, cette rencontre a permis aux responsables de ce parti de sonner la mobilisation de ces troupes concernant l'enrôlement qui commence dans la région du Sahel à partir du 3 mars 2015. C'est le message que tout responsable politique peut livrer à ses camarades. Entre autres, s'enrôler massivement, se faire établir des extraits d'actes de naissance si on n'en a pas pour pouvoir s'enrôler et accomplir son devoir de citoyen. Par-delà ce message, cette rencontre a permis à la délégation venue de Ouagadougou de voir de près les réalités que vivent les militants du MPP dans la province du Sénat. C'est pour s'assurer de la mise en place et de l'effectivité des structures du parti sur tout l'ensemble du territoire national et de donner des informations sur la vie politique nationale, la vie du parti et de recueillir également les attentes, les préoccupations des populations à la base pour en vue de leur traitement au niveau national. Outre l'appel à l'inscription massive sur les listes électorales, le reste de la rencontre entre les responsables du parti de Roch-Marc Christian Kaboré et de ses militants s'est déroulé à huis clos. Même message de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République à ses militants et sympathisants de Djikofé, c'est dans la commune rurale de Samba. Les responsables de l'AGIR n'ont pas hésité à traverser la rivière pour aller adresser le message d'espoir aux jeunes de la localité. C'est Ousmane Drabo qui était, c'est avec la voix de Karim Patrick Namouano. Djikofé, un quartier périphérique de Ouagadougou, situé dans la commune de Samba, accueille le bureau exécutif national de l'Alliance des jeunes pour l'indépendance et la République AGIR. Le parti sollicite l'accompagnement de la population pour les prochaines batailles électorales. Nous avons souhaité effectivement venir répondre positivement donc à cette invitation-là et venir ici nous enquérir effectivement des réalités de ces populations-là et pouvoir également partager avec ces populations des moments
d'échange, des moments en tout cas d'espoir, et leur dire ce discours-là qui est cher à nous aujourd'hui, c'est qu'il est important que le développement, encore une fois, il y ait l'homme au cœur de ce processus-là. Parce que le développement qui ne met pas l'homme au cœur de son action, pour nous, n'est qu'un leurre. Tour à tour, les représentants des jeunes et des femmes ont rassuré la délégation du parti pour leur adhésion et leur disponibilité. Nous sommes convaincus qu'il n'y a pas et il n'y en aura pas des leaders, des premiers responsables des partis politiques qui vont accepter, traverser cette zone-là pour venir ici échanger directement avec les populations. La population de Guikofe a eu la chance d'avoir le premier responsable du parti directement échanger avec eux durant plus de 2 heures de temps. Vraiment, c'est un grand sentiment de satisfaction pour moi. Le président de l'AGIR a par ailleurs invité les militants du Guikofe confrontés à l'inaccessibilité de la localité au travail pour relever les défis électoraux à venir. Et pour l'Union nationale pour la démocratie et le développement, avant de lancer un quelconque appel à la remobilisation, des explications sur les événements de fin octobre 2014 au Burkina Faso s'imposent. Et c'est la mission confiée à l'Assemblée générale qui s'est tenue à Kindi le week-end dernier. Jonas Wemba. À cette Assemblée générale de l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD, à Kindi dans le Burkina, c'est un cours d'histoire sur la situation sociopolitique du Burkina depuis 1987 à nos jours qui a servi de plat de résistance aux militants et sympathisants du parti. Et à l'occasion, anciens et jeunes ont renouvelé leur confiance à l'UNDD et rassuré à la délégation venue de Ouagadougou de leur entière mobilisation autour du président du parti, Maître Herman Yamogo. Le président Maître Yamogo a instruit donc le bureau politique de faire le tour du Burkina pour expliquer pourquoi les 30 et 31 octobre, d'une part, et d'autre part, de dire la nécessité de la cohésion nationale pour pouvoir arriver à un développement harmonieux. Mais puisque nous allons aller à des élections dans les jours qui suivent, il fallait donc qu'on puisse fédérer les gens autour de la notion de paix avant d'entamer la notion politique. La présente rencontre à Kindi, qui s'inscrit dans le cadre de la relance des activités de l'UNDD au titre de 2015, a permis à Amadou Dabo, vice-président du parti, d'inviter les militants à s'enrôler massivement pour la carte électorale. Rendez-vous est pris avec eux dans les jours à venir pour la rentrée politique à Bobo-Dioulasso. L'Union pour le progrès et le changement a soufflé ses 5 bougies hier 1er mars 2015. Et comme cadeau d'anniversaire, on s'est promis une victoire aux futures élections au Burkina Faso. La clôture de l'Assemblée générale de l'Union nationale des jeunes de l'UPC a servi de prétexte pour une revue grandeur nature des 5 années de participation du parti de Zéphirin Diabouré à la vie politique nationale. C'est Sylvestre Da, c'est avec la voix de Karim Patrick Namouano. L'UPC à Kosiam, Zéphirin Diabré, président, ont scandé les militants tout au long de cette cérémonie commémorative des 5 ans de l'Union pour le progrès et le changement. Une cérémonie qui marque en même temps la clôture de l'Assemblée générale des jeunes de l'UPC. Et justement, les jeunes ont mis à profit cette rencontre du parti pour peaufiner une stratégie adéquate à même d'assurer la victoire du parti non seulement à l'élection présidentielle, mais aussi aux législatives et municipales. Nous, jeunes, au cours de cette Assemblée générale, avons décidé premièrement, de mener une campagne de mobilisation, surtout des jeunes, en vue d'une inscription massive sur les listes électorales suivant le programme d'enrôlement. Deuxièmement, de payer la caution du candidat de l'UPC à travers une campagne de collecte de fonds auprès de nos camarades jeunes. Enfin, de protéger les votes des citoyens contre toute intention malveillante de la part de ceux qui, connus de tous hier ou déguisés à nouveau sauveurs aujourd'hui, ont le tripatouillage éveillé à leur. Mais les jeunes ont aussi des doléances qu'ils ont à l'occasion adressées au bureau politique présent au grand complet. Ils veulent de meilleurs positionnements sur les listes électorales et la dotation de leur union en moyens conséquents. Le président du parti, dans son adresse, a demandé aux jeunes de considérer ces doléances comme des acquis.
et Zéphirin Diabré d'appeler la jeunesse à plus de mobilisation et d'engagement. À continuer inlassablement le travail de mise en place des structures des jeunes au niveau des provinces et des départements. À assurer que ces structures-là ont un fonctionnement régulier. À prendre à cœur la tâche d'animation et de sensibilisation. À continuer de recruter des militants, des nouveaux militants chaque jour que Dieu fait. Mais surtout à être prêt pour l'animation d'une campagne qui sera sans merci, mais dont nous serons immanquablement victorieux. L'UPC, qui en 5 ans d'existence a réussi à s'imposer comme deuxième force politique du Burkina, n'entend plus jouer les seconds rôles. Le programme de société du parti est, selon Zéphirin Diabré, un atout qui va contribuer à la victoire du parti. Dans ce programme longuement expliqué aux jeunes militants, l'UPC fait du problème du chômage des jeunes l'une de ses priorités. En début de rencontre, tous les membres élus de l'Union nationale des jeunes ont été présentés à l'Assemblée. C'était la voix de Adama Koulibaly sur ce reportage. Autre chose, à présent, le rendez-vous a encore été respecté à Dori avec la tenue des journées du maraîcher du Sahel de l'Union fraternelle des croyants de Dori. La deuxième édition de ces journées a invité à la réflexion sur l'accompagnement pour mieux valoriser la production au Sahel. Et sur l'ère de la foire, il y avait des innovations. Le compte-rendu de Claude Ouedraogo avec la voix de Issa Lankwande. Pour leur 10e édition, les journées du maraîcher du Sahel s'ouvrent à d'autres domaines de production afin de valoriser les producteurs dans leur ensemble. En plus des cultures maraîchères, le bétail et le poisson ont fait leur apparition sur l'ère de la foire. L'Union fraternelle des croyants de Dori, UFC, initiatrice de ces journées, peut en être fière. Elle qui, depuis 1970, accompagne les producteurs dans un environnement où la question de l'eau demeure primordiale. Près de 85% des producteurs maraîchers ont facilité leur accès au marché. Parce que vous savez que dans les villages, à la limite, c'est presque in vitro qu'ils produisaient, qu'ils consommaient, et les marchés locaux ne leur permettaient pas d'avoir des prix rémunérateurs. Notre accompagnement, c'est permettre aussi à ces producteurs de gagner le prix de leurs efforts. Cette année encore, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement de Dori à l'image de ce groupement de femmes issues de 23 organisations paysannes du Sénon et du Yaga, venues écouler leurs produits. Les revenus que tirent ces producteurs leur permettent de subvenir aux besoins de leur famille et de sortir de la pauvreté. Et c'est en cela que ce cadre qui leur est offert par l'UFC est à saluer. Et vous avez constaté, au Sahel ici, nous avons tout. Vous avez vu les belles laitues, la pomme de terre, l'oignon, pratiquement tout ce qu'on peut trouver ailleurs, on le trouve ici, à Dori. Et cela est une fierté vraiment pour notre département, le ministère de l'Agriculture. En marge de ces journées du maraîcher, l'Union qui œuvre dans la promotion du dialogue interreligieux a également tenu sa 17e Assemblée générale qui s'est penchée sur les acquis et les insuffisances en matière d'accompagnement des populations du Sahel pour leur autopromotion. Une bonne nouvelle pour les jeunes qui voudraient s'essayer à l'entrepreneuriat. Un guide est mis à leur disposition par la Fédération des clubs d'entrepreneurs étudiants du Burkina, un outil pédagogique réalisé avec l'aide de l'ONG Oxfam Québec. On découvre ce guide donc avec Bouma Ernest Nebier. C'est avec la voix de Ernest Kambiri. C'est un nouvel outil dans le domaine de l'entrepreneuriat qui vient de voir le jour. Un guide pédagogique qui trace le chemin de la réussite pour les jeunes ou pour toute personne désirant se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'une œuvre didactique de formation de base qui est destinée aux entrepreneurs en phase de démarrage, de prédémarrage et aux chefs d'entreprise soucieux de la bonne marche de leur PME. Cet outil prend en compte des modules de formation allant du développement de l'esprit d'entreprise, du développement personnel, de la rédaction de plans d'affaires et de la gestion d'entreprise. Fruit de plusieurs mois de travail de la Fédération des clubs d'entrepreneurs étudiants du Burkina, c'est une vidéo mise sur un support CD. En plus de la version française, ce guide pédagogique est également traduit en moré,
Et en Djoula, après son lancement, ses concepteurs comptent mettre en place une stratégie pour qu'il soit accessible à tous. L'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque forme ses membres à Bobo-Dioulasso sur la gestion des établissements. Les bénéficiaires sont les fondateurs et chefs d'établissement. La formation, elle, concerne la délégation de pouvoir, la gestion de conflits interpersonnels et l'évaluation des compétences. Amadou Lougué. Que ce soit à la maternelle, au primaire, au secondaire ou encore au supérieur, le nombre d'établissements privés augmente d'année en année au Burkina Faso. Mais leur gestion est souvent un casse-tête pour les fondateurs et les chefs d'établissement. D'où cette rencontre à Bobo-Dioulasso, une rencontre pour renforcer les capacités de gestion de ces promoteurs d'écoles en vue d'une éducation de qualité. Nous voulons que demain, le fondateur d'établissement soit un très bon manager. Qu'il puisse faire en fait de la prestation de qualité. Parce qu'avec le continuum auquel nous sommes en train d'assister, pour être privé, il faut offrir la qualité pour que les parents viennent chez toi. Tant que tu n'offriras pas la qualité, mais les gens iront ailleurs. La délégation de pouvoir, la gestion des conflits dans les établissements d'enseignement privé laïque, l'évaluation des compétences du personnel enseignant sont entre autres les thématiques qui seront développées au cours de ces 5 jours de formation. À la suite de la formation que nous avons délivrée à Ouagadougou, nous sommes donc dans la région de Haut-Bassin pour donner la même formation destinée donc au public, c'est-à-dire les fondateurs, pour les permettre donc de se mettre à niveau et de faire évoluer donc les pratiques dans leurs établissements et faire en sorte que le climat y soit des meilleurs possibles pour que les apprentissages se passent bien et que les résultats scolaires soient meilleurs. Dans le privé, on vit des problèmes. Dans le public, on vit des problèmes. Et si le public a souvent des opportunités pour effectivement former les chefs d'établissement, eh bien, le privé qui prend cette initiative-là va également former et les fondateurs et les chefs d'établissement. Cela va effectivement contribuer à améliorer tout ce qui se passe au niveau des établissements privés. Ces participants venus de la boucle du Mouhoun, du sud-ouest, des Cascades et des Hauts-Bassins sont tous membres de l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque, une organisation fêtière qui a fêté l'année dernière son 40e anniversaire. Et à Ouagadougou, c'est un peu au pas de course que la Semaine nationale de la femme a été lancée. Et dans la foulée, on annonce des mariages collectifs, des activités sportives, le bilan des éditions passées et au bout de toutes ces manifestations, la célébration officielle de la Journée internationale de la femme au Burkina Faso. C'est dimanche prochain. Draman Guéné a suivi la première étape de cette semaine qui commence. C'est parti pour une semaine d'activité et de réflexion autour du statut et des conditions de vie de la femme. Partie de la place de la Révolution, ces femmes se sont retrouvées ici au rond-point des Nations Unies pour marquer le début des activités entrant dans le cadre du 8 mars 2015. Mardi 3, nous avons le bilan parcours. Le 4, nous allons développer le thème qui est le thème de la semaine, le thème du 8 mars qui est l'autonomisation économique de la femme. Le 5, on a les mariages collectifs. Voilà, et maintenant, le 7, nous avons la course cycliste. Le 8 mars, nous avons la commémoration de la journée de la femme. En dehors de l'événementiel, le 8 mars est devenu depuis quelques années une tribune de plaidoyer pour l'autonomisation de la femme. À la suite de cela, des temps de réflexion pour voir comment est-ce que nous allons encore faire des efforts pour que les femmes soient réellement prises en compte. Comme nous avons eu à le dire, il y a des efforts qui ont été faits depuis des années. Mais nous voyons que jusqu'à présent, les efforts ne sont pas suffisants. Donc, autant que cela se peut, nous nous arrêtons pour réfléchir et voir qu'est-ce qui n'a pas marché et comment est-ce que nous pouvons encore davantage faire des efforts pour que cette frange de la population qui est très importante, 52%, soit réellement prise en compte. Au total, 7 activités sont programmées pour la semaine du 2 au 8 mars. Cette année, la 158e édition de la Journée internationale de la femme va se célébrer indépendamment dans chaque région du Burkina Faso.
Et le Larlé Naba Tigré a commémoré le 25e anniversaire de sa fête coutumière avec une pensée spéciale pour les personnes les plus vulnérables de la région du centre. Son cadeau d'anniversaire à cette couche sociale, une centaine de tonnes de vivres distribuées. Les réjouissances étaient comme à l'accoutumée au rendez-vous du Nabaska 2015. Amandine Lalsaga. Un jubilé d'argent pour la fête traditionnelle Nabaska du Lalé Naba Tigré. La culture Mouaga est célébrée. Pour la préservation de cette culture, un recueil perpétuant la mémoire de ses prédécesseurs a été remis au ministre du Mogo Naba. L'œuvre, intitulée Bendrogomde, est de Maître Titenga Passéré. Il y a consacré 42 ans pour sa rédaction. À la demande du Lalé Naba Abga et du Mogo Naba. De la préservation de la culture à l'expression d'une solidarité agissante, le pas est franchi. Je voudrais, à travers le don de 119 tonnes destiné aux 183 villages et aux 55 secteurs de la ville de Ouagadougou, être un exemple de solidarité pour les Burkinabés. Souhaiter que d'autres Burkinabés, vu cet exemple-là, puissent aussi continuer l'œuvre que j'ai posée. C'est le lieu pour nous de le féliciter d'une part, mais de rendre grâce à Dieu également de lui avoir donné ce temps pour gérer donc le ministère dont il a, je dirais, la haute gestion. De l'ambiance, il y en a eu au cours du Nabaska 2015. 56 artistes musiciens burkinabés ont embouché la même trompette pour rendre hommage au Lalé Naba Tigré. Occasion pour certaines personnalités de s'essayer à la danse et pour d'autres de révéler leur talent de danseur. Voilà, et pour terminer, on jette un coup d'œil sur les quotidiens de la place. Les journaux ont repris en chœur l'ouverture du 24e FESPACO et c'est Touboum Evelyne Dabiré qui les a feuilletés pour nous. Voici la revue de presse des quotidiens de la place. Les quotidiens de ce 2 mars ont unanimement relayé la cérémonie d'ouverture du FESPACO 2015. C'est parti pour la 24e édition, titre le journal Le Quotidien. Un FESPACO qui est le premier de l'après-Blaise, précise aujourd'hui au Faso, qui rappelle les différentes innovations, dont le relèvement de la récompense de l'étalon de Yenenga, qui passe de 10 millions à 20 millions de francs CFA. Et le reste du palmarès officiel est livré par le pays, 10 millions pour l'étalon d'argent et 5 millions pour le bronze. Et toujours au compte des innovations, c'est le prix spécial Thomas Sankara pour encourager l'excellence, un prix qui sera décerné à un court-métrage de la section compétition officielle, écrivent Le Pays et Sidoya. Pour Sidoya, cette 24e édition est bel et bien là, reprenant ainsi les termes du ministre de la Culture. Mon confrère publie le nombre de films présents à la compétition officielle, tout genre confondu, soit 133 films. Des films au nombre desquels Timbuktu, dont la projection symbolise une première victoire pour le FESPACO, selon l'observateur Palga, car avec le maintien de Timbuktu dans la compétition officielle, c'est une première victoire pour ce FESPACO en transition. Et mon confrère de se justifier, c'eût été déjà une victoire pour la multinationale du djihadisme si l'œuvre du Mauritanien avait été censurée. Pour la page internationale, les quotidiens reviennent sur l'accord aux négociations intermaliennes. L'observateur Palga précise le contenu de l'accord qui reconnaît l'Azawad comme une réalité humaine, socio-culturelle, mémoriale et symbolique partagée par différentes populations du Nord. Cependant, précise ce journal, cet accord ne parle ni de statut d'autonomie ni de fédéralisme. Le pays, dans un rappel historique, remarque que si depuis l'époque du premier président du Mali, la question de l'Azawad n'a pas bougé d'un iota, c'est que quelque part les acteurs, et notamment le MNLA, n'ont pas joué franc jeu. Néanmoins, cet accord à valeur d'une boussole crédible et efficace vers la paix, écrit aujourd'hui au Faso en reprenant les propos du chef de file de la médiation internationale.
Et le journal de clore ce sujet sur une note d'optimisme. Il faut positiver car palier après palier, on parviendra un jour à trouver une solution à cet épineux problème malien. Et c'est sur cette note d'espoir que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes. À demain.